Je travaille dans une équipe qui développe la recherche interventionnelle en santé des populations à l'ISPED à Bordeaux et au centre INSERM de l'Université de Bordeaux. L'objet de ces recherches, c'est d'évaluer, d'apprécier les conditions d'efficacité des interventions en santé des populations. Pourquoi elles marchent, sur qui elles marchent et comment est-ce qu'on peut les transférer en fait, d'un endroit à l'autre. Je travaille sur l'ensemble des déterminants qui agissent sur la santé des populations, que ces déterminants soient individuels ou environnementaux, comme les cadres de vie, mais aussi la manière dont les gens vivent ensemble et comment la cohésion sociale peut avoir un impact sur la santé des populations. Je ne pense pas qu'il y ait de principaux déterminants de la santé. En réalité, les problèmes de santé s'enracinent dans des déterminants plus structurels ou plus intermédiaires. En regardant les choses par une hiérarchisation des déterminants, on regarde une toute petite partie du problème. En réalité, il faut ouvrir la focale dès lors que l'on s'intéresse à la santé des populations. Et ouvrir la focale, c'est pas considérer que les déterminants peuvent être priorisés, mais voir plutôt comment, dans une temporalité, on peut agir sur des déterminants qui sont modifiables tout de suite et des déterminants qui sont modifiables à long terme. Alors qu'en provoquant une hiérarchisation, on risque d'oublier des déterminants qui sont plus durs à changer, mais qui sont pourtant beaucoup plus efficaces et sur lesquels on a des leviers beaucoup plus pertinents pour agir. Ça reste une question qui est très compliquée. Il y a énormément de groupes de travail qui essaient de préciser au mieux la question de ces inégalités et comment on peut la mesurer dans les interventions et dans les politiques publiques de santé. Souvent, on utilise un proxy, qui est en fait la catégorie socio-économique, mais à mon sens, elle est insuffisante parce que derrière la notion d'inégalité, ce ne sont pas que des inégalités financières ou en termes d'accès. Ce sont aussi des questions de culture, ce sont aussi des questions de littératie devant les problématiques de santé. Prenons un exemple. Vous avez un petit garçon qui arrive à l'hôpital et qui s'est blessé, par exemple, sur de la ferraille dans une zone désaffectée où il va jouer avec ses copains. Le système de santé, lui, va répondre pour essayer de, évidemment, guérir la blessure. Et puis, s'il fait un peu d'éducation pour la santé, va dire aux parents qu'il ne faut pas que l'enfant joue dans cette zone qui est dangereuse. Se poser la question en termes de santé des populations, c'est se dire, mais pourquoi cet enfant va jouer là? Et pourquoi dans cet endroit, on peut y accéder aussi facilement pour qu'un enfant y accède? Et pourquoi il n'y a pas de surveillance si l'on sait que les enfants jouent ici? Et pourquoi cette zone dangereuse, elle est à côté des habitations? Et parce que souvent, ces habitations sont moins chères. Et pourquoi les transports sont faits pour qu'on puisse accéder à cette zone-là? Et c'est là où se pose la question des autres politiques qui ont un impact sur la santé. Parce que dès lors qu'on ouvre la focale, on va questionner la politique de logement, d'aménagement du territoire, de redistribution des ressources. Donc l'ensemble des autres secteurs non sanitaires ont un rôle majeur sur la santé des populations. Reprenons la question de l'obésité aussi. On dit partout que l'obésité est un marqueur de précarité. Et quand on veut agir, on a identifié le problème, et quand on veut agir, on agit sur l'alimentation au niveau individuel. Alors que si on considère que c'est un marqueur de précarité, agissons sur la précarité. Et donc là, ce sont des politiques sociales, et des politiques de cohésion sociale, et des politiques environnementales. Si on considère qu'il faut agir sur la capacité qu'ont ces populations les plus vulnérables à lutter, par exemple, contre l'influence de l'environnement, de l'industrie agroalimentaire, alors agissons aussi directement sur les politiques éducatives, agissons aussi directement sur les politiques qui régulent le marché agroalimentaire. Donc on voit bien que derrière chaque problématique qui semble être une problématique de santé, en réalité, les solutions, elles sont multiples. Et ce que nous dit aujourd'hui la littérature, c'est que plus on ouvre cette focale, plus on va regarder dans les politiques non sanitaires qui ont un impact sur ce problème de santé, plus on va avoir une force d'action très efficace, très rentable pour le système, et surtout très pérenne. Elles sont complémentaires, j'irai même plus loin, moi. Je me dirais qu'elles sont presque sœurs, en fait, ces approches-là. Sur les principes, déjà. Sur les deux, que ce soit la promotion de la santé ou le développement durable, sur les principes, le but, c'est quoi? C'est de respecter les différences culturelles, c'est de favoriser l'expression des peuples, c'est de protéger l'environnement, c'est de valoriser les savoir-faire des différents peuples. Sur le plan des méthodes, c'est de favoriser la participation des populations pour qu'elles choisissent pour elles-mêmes ce qui est mieux pour leur économie, pour la protection de l'environnement. C'est la promotion de la santé aussi. Donc elles sont complètement sœurs, en fait, ces deux approches-là. Et d'ailleurs, il y a un nouveau concept qui, à mon sens, est en passe de les réconcilier, de les associer, de montrer justement cette complémentarité. C'est le concept de One Health, une seule santé. Ce concept, en fait, il postule le fait que la santé humaine, la santé de l'écosystème, de la végétation et de l'espèce animale sont
une seule et même santé. Et que si on commence à agir de manière négative sur une de ces formes de santé, en réalité, on agit sur l'autre. Ce concept-là, pour moi, réunit complètement le principe de développement durable et le principe de promotion de la santé.